Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue. Nous tirons à cette première partie d'émission la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, 40% des terres émergées à l'échelle mondiale ont subi une dégradation. En Côte d'Ivoire, près de 60% des terres productives sont dégradées. Notre massif forestier, vous le savez bien, hier on en parlait, est passé de 16 millions d'hectares en 1960 à 3 millions d'hectares. C'était en 2018, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Madame, Monsieur, bonsoir encore une fois et bienvenue. Le Grand Talk démarre maintenant. Et pour en parler, nos amis sont avec nous, mais en seconde partie de cette première partie, nous parlerons d'un sujet politique. 14 corps ont été remis donc à leur famille, 14 corps qui proviennent de la crise post-électorale, remis à leur famille. Ça sera pour la deuxième partie de cette première partie. Monsieur Bamba Abou, merci d'être avec nous. Merci. Vous nous rejoignez, vous êtes le conseiller à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, coordonnateur Abidjan Legacy Programme. Vous n'êtes pas seul. Sarah est avec nous. Sarah, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Christelle. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. Élisée Voloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir et surtout bonsoir chez vous. Pourquoi parler de Legacy Programme? Pourquoi parler d'environnement? Le 5 juin, c'était la journée mondiale de l'environnement. Nous sommes dans l'urgence. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on mesure véritablement cette urgence-là? Oui, véritablement, on mesure cette urgence en Côte d'Ivoire, ne serait-ce que par notre histoire même. Nous sommes un pays agricole. Nous avons l'agriculture dans notre ADN depuis près d'un siècle. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture, le succès économique. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, les terres sont dégradées. Vous l'avez dit en introduction, les terres sont érodées. Et cela fait que nous perdons en termes de fertilité, en termes de rendement agricole. Et pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas un problème environnemental en tant que tel, la dégradation des sols. C'est un problème socio-économique, c'est un problème même d'existence. Donc, effectivement, c'est un problème important, particulièrement important pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Herman? Monsieur Abou Bamba, dans un contexte mondial, en pleine crise de toutes parts, de divers horizons, est-ce que, ou dans ce contexte-là, où avoir un toit, comment se nourrir, être en bonne santé, c'est une préoccupation pour les populations, est-ce que finalement, la question du climat-environnement n'est-elle pas un luxe pour les populations? Non, pas du tout. Le paradigme sur l'environnement, l'écologie a changé. Depuis 1972, la première conférence donc, des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Aujourd'hui, nous en sommes à des questions d'existence, nous en sommes à des questions de développement socio-économique. L'environnement, c'est l'alpha et l'oméga d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture. Les ressources naturelles, que ce soit les forêts, que ce soit la terre, que ce soit les ressources en eau, nous permettent effectivement de faire pousser des aliments, de nous nourrir, de nous vêtir. Imaginez un seul instant, le coton là, que nous portons, ça vient de la terre. De la terre, ça, ouais. effectivement. Donc si la terre n'a pas le rendement que l'on souhaite, donc on ne pourra pas s'habiter, on ne pourra pas se nourrir, on ne pourra pas faire fonctionner nos usines, etc. Donc franchement, la théorie économique de base dit qu'on se développe en exploitant de façon durable les ressources naturelles. Donc franchement, il faut qu'on évolue dans notre réflexion et dans notre approche vis-à-vis de l'environnement. Pour nous, pour la Côte d'Ivoire en tout cas, c'est un problème de développement, c'est un problème économique, c'est un problème financier, c'est un problème d'existence. J'ai une relance. Rapidement, avant Comment ça, alors Herman? parvenir à sensibiliser les Africains qui n'ont pas la culture de ce développement climat-environnement? C'est une question de communication, c'est une question de sensibilisation et que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités dans les gestes de tous les jours. Comment est-ce que nous trions nos déchets? Comment est-ce que nous ne coupons pas les arbres? Comment est-ce que, effectivement, qu'on choisisse plus les énergies durables, les énergies renouvelables plutôt que les énergies fossiles? Et puis surtout que les gens comprennent qu'un meilleur environnement, c'est une meilleure santé. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où l'espérance de vie n'est pas très élevée. Mais une des raisons, c'est parce que l'environnement ne se portait pas bien depuis quelques années. Donc l'air que nous respirons,
effectivement un impact sur notre santé. Et ça, Tout à c'est fait. l'environnement. Donc, c'est de cette bien. façon-là, je pense qu'on peut sensibiliser Sarah et les uns ensuite les autres. Daouda. Oui, alors pour rebondir sur ce que vous disiez, vous parliez de modèle économique tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le modèle économique de l'agriculture intensive, qui est un modèle quand même très dévastateur pour nos terres? Elles sont déjà, comme le disait Christelle, à 60% dégradées, mais tout en intégrant le fait que la sécurité alimentaire soit très importante, on a besoin de se nourrir, etc. De quel autre modèle on dispose aujourd'hui et vers quoi on se dirige? Je vais répondre à votre question de deux façons. La première façon, c'est que la science et la technologie aujourd'hui nous permettent effectivement d'adresser les problèmes dont vous parliez, d'agriculture intensive et extensive. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'agroforesterie, qui nous permet de pratiquer l'agriculture sur une petite surface, Avec une grosse production. avec une très grande production, avec la même production, même plus de production que nous avions par le passé. Les 60% des 322 463 km² de la Côte d'Ivoire dont vous parliez, de terres arables dégradées, c'est parce que nous avions eu de mauvaises habitudes. C'est parce qu'on a utilisé des engrais chimiques, c'est parce qu'on a coupé des arbres, c'est parce que effectivement on a pratiqué la culture sur brûlis. Voilà, toutes ces choses-là ont fait Mais qu'aujourd'hui... en même temps, pour les engrais, à un moment donné, on poussait les parents paysans à en utiliser aussi. Absolument. Et aujourd'hui, je parlais de la science, de la technologie qui ont évolué. Aujourd'hui, nous avons des engrais organiques, nous avons la possibilité de faire de l'agroforesterie et surtout de maîtriser l'eau. Très bien. Voilà. Juste pour rebondir, juste pour rebondir à cette question, donc je parlais d'agriculture intensive, mais il y a aussi la monoculture. Je pense au cacao, je pense à la noix de cajou, etc., qui rapporte aussi énormément de richesses au pays. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer aussi ce modèle-là, tout en restant premier producteur mondial, mais en respectant nos sols et notre environnement? Effectivement, vous avez parlé de la monoculture. Effectivement, c'est une des solutions, autant que l'irrigation, autant que l'utilisation des engrais organiques, l'agroécologie. Il est nécessaire aujourd'hui, afin que les terres puissent se régénérer, qu'on puisse planter à un certain moment un certain nombre de spéculations, on laisse le sol se reposer et on plante autre chose. Et ça permet en tout cas la reconstitution de tous les nutriments que l'on trouve dans le sol. Mais nous en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a à peu près à 20% de la culture qui contribue à notre produit intérieur brut. Mais pour nous, je disais tantôt, l'agriculture, c'est très important, mais l'environnement l'est encore plus. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a mis le débat à un autre niveau. Lequel? Au niveau, il faut chercher le maximum de financement. On a un défi important, c'est de continuer à financer notre développement. C'est ça. Vous avez vu, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, des étrangers sont venus, il y a toutes les infrastructures. Nous, on fait tout le temps du terrain. Il y a des routes, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a tout ce que vous voulez. Le deuxième défi que nous avons, c'est de nourrir les Ivoiriens, de nourrir moins cher en tenant compte des principes environnementaux. Et je vais terminer là-dessus pour dire que on a mis le débat sur l'environnement à un autre niveau, au niveau du financement. Vous n'avez peut-être pas suivi, mais le chef de l'État lui-même, en tant que financier, en tant qu'économiste, a développé dans les négociations avec le FMI, on vient de signer récemment pour 1,3 milliard de dollars, ça fait 800 milliards de francs CFA, justement pour des questions d'une facilité à laquelle on n'avait jamais été élu auparavant sur la résilience et la durabilité. Il n'y a que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Rwanda qui ont eu cette facilité. Et de plus en plus, on s'en va vers ça. Financement durable, financement vert, continuer à pratiquer l'agriculture, mais de façon durable, de faire de telle sorte que les écosystèmes, qui sont la base de la production, puissent continuer de nous fournir des biens et services dont on a besoin pour continuer à avoir du cacao en arcade, etc. etc. Daouda? Ok, Monsieur Bamba, merci pour ces précisions. Ma question est la suivante. Est-ce que de façon concrète, vous pouvez nous décrire en fait le programme d'Abidjan Legacy sur l'environnement en Côte d'Ivoire? Ok, parfait. Abidjan Legacy donc, vient de la COP15, plus grande manifestation jamais organisée en Côte d'Ivoire par les Nations Unies. Comme la CAN? Comme la CAN, mais la CAN a un niveau un peu plus élevé. Et donc, le chef de l'État, lorsque nous avons organisé cette réunion ici, près de 10 000 délégués, 197 pays, il a demandé, ça va être effectivement un sommet, mais j'aimerais que quelque chose reste dans notre pays. Un programme, réfléchissez, dites-moi quelque chose. C'est sur la dégradation des sols. Donc, essayez de trouver quelque chose en rapport avec l'agriculture. Donc, avec les services de la présidence, des ministères sectoriels concernés, nous avons réfléchi, on est arrivé à Abidjan Legacy. Legacy en anglais, ça veut dire héritage. Donc c'est l'héritage qu'on a gardé de cette organisation, de cette manifestation ici en Côte d'Ivoire. Donc Abidjan Legacy repose sur 3 piliers principalement. Le premier pilier, c'est qu'on continue de restaurer et de réhabiliter les écosystèmes fortement dégradés, notamment les écosystèmes forestiers. Donc c'est le pilier environnemental. Et parce que je vous disais tantôt, l'autre défi, c'est de continuer à nourrir les Ivoiriens et moins cher.
Ce n'est pas une vue de l'esprit, effectivement. Sur les marchés, on observe à certains moments des hausses des prix au niveau des vivriers. Oui. Donc, c'est de produire plus, beaucoup plus et moins cher. Pas seulement pour les Ivoiriens, mais aussi pour la sous-région, certains pays qui nous entourent et qui rencontrent aujourd'hui certains défis sécuritaires et qui ont des impacts, effectivement, sur leur système alimentaire, sur les productions alimentaires, sur les productions agricoles. Troisième élément, qui est encore beaucoup plus important, de mon point de vue, c'est d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes qui vivent en zone rurale, surtout les femmes, qui produisent, qui sont responsables de la production de 70% du vivrier que l'on trouve sur les marchés ici. Le SMIC agricole en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le SMAC, à peu près à 36 000 francs CFA par mois. Vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Donc le but du gouvernement, le but du chef de l'État, c'est de monter cela au moins jusqu'à 100 euros, 120 euros, autour de 70 000, 80 000 francs CFA. Et ce serait juste récompense pour ces dames-là que vous voyez tous les jours vraiment travailler la terre. C'est celles-là que j'appelle les vraies femmes, là, celles qui ne mettent pas de tissage, qui n'ont pas des faux ongles, mais qui ont leurs ongles dans la terre avec des dabas, des houes, etc. Pourquoi mentionner cela? Parce que pourquoi mentionner quoi, les femmes? Oui, pourquoi mentionner celles que les faux ongles et cils. Élysée, j'avais la parole. Ah, elles se sentent visées. Non, pas du tout. Non, mais j'aimerais pas avoir, est-ce que dans votre projet, peut-être que vous avez, ça a été mentionné, c'est important. Je parle des vraies femmes parce qu'effectivement, vous les voyez, elles ont 20 ans et puis elles ont l'air d'en avoir 40. À cause du travail, à cause de la dureté, à cause de la pénibilité du travail qu'elles font tous les jours pour que nous, à Abidjan, ici, on puisse manger, on puisse se nourrir, etc. Mais ça n'enlève rien au mérite des femmes qui mettent des tissages et qui mettent des faux ongles. En tout cas, elle vous écoute en ce moment. En tout cas, merci pour le message. On va la donner se coiffer. Mais moi, j'ai une autre question très rapidement. C'est pas gentil. C'est une relance ou bien c'est une relance, oui, c'est une relance. Allez à votre relance directement. Parce que, en fait, concrètement, vous avez parlé de ces vraies femmes, de ces travailleurs du village, même les vieilles qui sont au village, qui nourrissent toute la Côte d'Ivoire. Mais dans votre programme, comment est-ce que vous les impliquez, cette communauté-là, pour qu'elle puisse prendre véritablement conscience de la préservation de la terre, de l'environnement? Merci d'avoir. Vous savez, ces femmes et ces jeunes-là que l'on rencontre, parce qu'on fait beaucoup de terrain, ils sont plus concernés que nous par l'environnement, par les effets des changements climatiques. Ah, ils ressentent ça tous les jours. Leur production agricole baisse, leurs revenus financiers baissent. Donc ils nous disent, ouais, les saisons des pluies sont plus courtes, les saisons sèches, c'est tout. C'est 10 mois. On allait dans des régions où ils disent qu'ils produisent pendant 2 mois. Wow. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites après? On ne fait rien. Je dis, mais pourquoi vous ne faites rien? Parce qu'il n'y a pas la pluie. Et donc, nous, dans Abidjan Legacy, parce que la science et la technologie nous permettent aujourd'hui d'avoir de l'eau sur 12 mois. On a 4 grands bassins, Komoué, Sassandra, Bandama et puis Cavali, qui inondent des centaines de milliers de kilomètres carrés. Donc, quel processus vous mettez en place? Sur la technologie, on met à disposition de ces femmes et de ces jeunes ce qu'on appelle du matériel d'irrigation, goutte à goutte. C'est une technologie révolutionnaire qui a marché au Maroc, qui a marché en Israël, naturellement, donc dans des pays désertiques. Nous, ici, on a l'eau. Donc, c'est de mettre cette technologie à disposition des femmes. Et c'est de les former aussi. Et c'est de faire de telle sorte qu'elles aient accès au financement. Et vous le faites? Naturellement qu'on le fait, madame. Vous pouvez vous déplacer dans des régions du Poro, notamment. On salue tous les... Vous avez un pourcentage de femmes impactées? Ah non, ça, je n'ai pas calculé. Mais le but que l'on recherche, c'est de faire sortir 30% des femmes rurales qui sont juste dans une situation un peu précaire de la pauvreté. Ça, c'est un objectif. Et les jeunes aussi, c'est pareil, créer 1 million d'emplois dans le domaine de la technologie. Pardon, ces équipements dont vous parliez sont déjà disponibles, cette technologie est déjà là, et les financements également? Oui, les financements également sont là. Pendant la COP 15, vous avez dû suivre, on a demandé, le chef de l'État même était à l'heure du sommet des chefs d'État et des chefs d'institutions. Nous avons demandé 1,5 milliard de dollars, nous avons obtenu 2,5 milliards en annonce. Et en réalité, c'est 2,1 milliards qui ont fait l'objet d'accords de financement. Donc les financements sont là. La technologie est là. Nous avons signé récemment avec le numéro 1 mondial, je ne vais pas faire de publicité ici, israélien, pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, il s'agit de mettre des kits qui coûtent environ 200 $, mais à disposition de la majorité des agriculteurs ivoiriens, surtout les petits, comme ça se fait au Kenya, comme ça se fait en Tanzanie, comme ça se fait aussi au Bénin. Et en Ouganda également. Élysée Boloubeu. La COP s'est achevée il y a 2 ans. Depuis 2 ans, quel bilan faites-vous du Abidjan Legacy Programme, qui était censé quand même apporter un ensemble de résultats, pour lequel d'ailleurs on a pu mobiliser 2,1, comme vous l'avez bien dit, de milliards de dollars. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, en vous entendant parler, vous avez, je dirais, un rôle qui est transversal sur plusieurs ministères. Aujourd'hui, quelle est la coordination? Comment cela se fait? Parce qu'on voit que tous les ministères sont impliqués et tous ces ministères continuent en tout cas de crier que c'est difficile de leur côté. Donc, comment vous arrivez vraiment à coordonner tout ça en fait? Belle question.
Ouais, bonne réponse aussi. Donc, ça fait qu'il y a... J'aime bien ce sens de la répartie. Il y Allez-y. a effectivement 5 ou 6 ministères effectivement, qui sont impliqués. Donc, ministère de l'Agriculture, ministère de L'Environnement. l'éthique. Vous avez un cadre permanent de Effectivement, il y a un cadre permanent. Et ce que vous devez savoir, c'est que l'ancrage institutionnel d'Abidjan Legacy, justement à cause de la transsectorialité, de la problématique qui nous réunit ici, on était au niveau du cabinet du Premier ministre, où tous les ministères normalement se retrouvent. Et récemment, on a reçu un appel pour nous dire que nous allons passer à la présidence de la République. C'est pour vous dire comment le sujet est important, comment le chef de l'État lui-même, effectivement, s'intéresse à ces questions. Donc, on a un cadre permanent qu'on appelle le comité de pilotage d'Abidjan Legacy et les ressources sont disponibles. Nous avons un tableau dans lequel il y a 112 projets en ce moment en cours dans le pays sous Abidjan Legacy. Qui couvre toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire, les 31 régions, les 15 districts du pays. Et les gens sont à l'œuvre, les gens sont à l'ouvrage. Le ratio de réalisation de ces 112 projets, on peut les avoir, le ratio après 2 ans? Bon, vous savez que les mutations environnementales et agricoles prennent du temps pour se dérouler, 5 ans, 10 ans, etc. Moi, je parlerai tout au niveau du taux de décaissement. Et ça, c'est un problème dans toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes autour de 20%, ce qui n'est pas fameux, effectivement. Mais le gouvernement fait des efforts pour qu'on aille un peu plus vite que les niveaux de décaissement en ce moment. Monsieur Bamba, Dis-moi, pardon, Daouda. Monsieur Bamba, je pense que vous maîtrisez véritablement bien le sujet de l'environnement. Ah bon? Donc, oui, à vous entendre, personnellement. Donc, je veux savoir, est-ce que vous avez des données chiffrées qui illustrent le plus l'évolution de la situation environnementale en Côte d'Ivoire? Oui, je peux vous donner quelques données. Nous avons réalisé récemment avec la Banque mondiale un rapport de référence, le rapport sur le climat et le développement. Parce que le chef de l'État, effectivement, le premier nous dit, moi je suis un économiste, le paradigme sur l'environnement doit évoluer. On est d'accord sur l'écologie, sur la conservation et tout ça, mais nous, en tant que gouvernants, c'est le développement, l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens qui nous intéresse. Donc pendant que vous faites votre affaire d'environnement, réfléchissez aussi comment les ressources naturelles peuvent aider à créer de la richesse et à la distribuer. Sur les statistiques, sur les chiffres, je vais vous parler des coûts de l'inaction. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, si on ne fait rien par rapport à la situation climatique, où la saison sèche dure 8 mois, 9 mois, etc., d'ici 2050, l'augmentation de température va être autour de 4 degrés Celsius. Ça ne paraît rien pour l'instant comme ça, mais à 4 degrés, d'ici 2050, notre production agricole ne sera pas ce qu'elle est en ce moment. Deuxième élément, sur les effets des changements climatiques, sur le développement, et c'est là où ça intéresse les Ivoiriens réellement. Si on continue de subir comme ça les effets des changements climatiques, il y a 1,3 million d'Ivoiriens qui vont basculer dans la pauvreté d'ici 2050. Ça, c'est important. Et peut-être dernier élément statistique qui doit alarmer effectivement les Ivoiriens en général, c'est que le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire notre richesse là aujourd'hui, est à 87 milliards de dollars, ça fait 50 000 milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Nous sommes aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, après le Nigeria, vraiment le pays où on va dire ça marche. Pour arriver au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut prendre le PIB du Sénégal, du Cameroun ensemble, et ça n'arrive même pas encore à la richesse de la Côte d'Ivoire. Oui. Après, quand vous allez sur des pays comme le Togo, le Mali, le Burkina, etc., il faut aligner au moins 10 pays pour arriver à la richesse que nous avons générée en Côte d'Ivoire. Depuis 10 ans, les indicateurs macroéconomiques de notre pays sont au vert, sérieusement. Mais là où je rebondis, c'est effectivement sur les 87 milliards. Normalement, on doit arriver à 100 milliards de dollars au calme en 2030. Mais les changements climatiques, les effets des changements climatiques sur notre économie, c'est pour vous dire que ce n'est plus un problème environnemental, risque de faire de telle sorte qu'on perde 13% de notre produit intérieur brut. C'est beaucoup. Wow. Donc, c'est les chiffres que je voulais vous donner pour vous alarmer. Mais le gouvernement a la tâche. En même temps que le gouvernement a la tâche, essayons de mieux comprendre. Comment est-ce que vous faites pour toucher l'Ivoirien lambda, pour le sensibiliser? Vous nous dites que les financements sont là. Est-ce que des ONG peuvent soumissionner pour réagir dans leur district ou dans une région donnée? Comment ça se passe pour avoir accès à ce financement-là? Bien sûr. Sur les 112 projets dont je parlais, effectivement, ils sont structurés pour que pas seulement les ONG, mais les communautés, les associations, les GVC, effectivement, comment on les appelle à l'époque, puissent soumissionner. Et c'est des montants particulièrement importants. Il y a un projet qui s'appelle PDCDV, dans la région en dessus du septentrion ivoirien, et qui distribue, vous ne voyez pas peut-être à la télévision, très souvent des chèques. Qui pour des irrigations, qui pour les engrais. Et quand le ministre de l'Agriculture, le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, vous le voyez aujourd'hui de plus en plus sur le terrain, en train de distribuer des intrants agricoles, des équipements, etc. Tout ça, c'est dans le cadre de ces projets. Et véritablement,
Oui. Des intrants organiques. Des intrants organiques et des intrants chimiques. Parce qu'on ne peut pas faire la transition immédiatement comme ça, on est Mais en obligé même de temps, vous balancer. avez tout à l'heure dit entre- que la transition, enfin, les intrants chimiques étaient dangereux. En même temps, on continue de les partager sous prétexte que la transition, mieux comprendre. Oui, mais il faut comprendre que c'est un mouvement évolutif. On est dans une dynamique qui fait qu'on ne peut pas passer du noir au blanc tout de suite. Donc, il y a une transition qui se fait graduellement. Mais moi, je vous assure que d'ici 2030-2040, on sera arrivé à une agriculture organique à 100%. Alors, on a 4 minutes, on commence par Sarah ça et on passe termine vite. avec Herman. Ah oui, Oui, alors ici, j'ai- quand on est très dynamique, ça va vite. Daouda, Pardon. allez-y. J'ai une question, pardon, sur. Vous parliez tout à l'heure de financement, qu'il y avait une ligne à 1,3 milliard de dollars qui avait été mise à vos dispositions voilà, pour financer cette transition, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est un peu injuste que ce sont aujourd'hui les pays développés, les pays riches qui contribuent fortement à la pollution, à l'augmentation des gaz à effet de serre. des gaz à effet de serre, et on subit chez nous, sur les pays du continent africain, cette pollution et on nous exige de financer notre développement tout en respectant, etc., l'environnement, chose que l'on va faire. Mais est-ce qu'il ne serait pas juste qu'on nous mette à disposition des financements à des taux, je ne sais pas, concessionnels par exemple, car on subit tout ça aujourd'hui répondre à la cause question. de ces pays. D'accord. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, la facilité pour la résilience et la durabilité sur 1,3 milliard va dans ce sens-là, effectivement. Aujourd'hui, dans plusieurs organisations internationales, que ce soit la Banque africaine de développement, le FMI ou la Banque mondiale, il y a des mécanismes. Le Fonds vert climat, ce n'est pas ça qui manque. Ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est peut-être les capacités pour aller capter ces fonds-là. Et vous voyez, le chef de l'État était en Corée récemment. Je pense qu'ils sont rentrés cette nuit, ils vont rentrer demain. Mais l'agenda, c'était sur les changements climatiques. Et en Corée, il y a le siège de ce qu'on appelle le Fonds vert climat. C'est plusieurs milliards de dollars mis à disposition des États qu'on peut postuler effectivement pour avoir les financements. Mais ils sont difficiles à débloquer, ces fonds en général. Ils sont difficiles à débloquer, mais quand on connaît le processus, quand on est formé, effectivement, on peut y arriver. J'avais une liste de 3 questions, mais je vais faire 2. Non, Je vais faire ça assez court. juste une, Rapidement, parce 2. qu'on n'a plus le temps. Non, je vais faire 2. Je sais comment il va faire. Il est tellement à l'aise qu'il saura comment nous le rendre. Les crises écologiques sont aussi des crises sociales, hein. Puisque des problèmes environnementaux ont un impact sur les populations et souvent c'est de façon disproportionnée. On sait que les populations, vous l'avez dit tantôt, en milieu rural subissent effectivement ces crises-là. Qu'est-ce qui est fait en Côte d'Ivoire au niveau de la justice climatique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est surtout sur le principe pollueur-payeur. Absolument. On en est où en Côte d'Ivoire? Puisqu'on voit que quand même les gens ont des mauvaises habitudes en termes environnementaux, mais que ça continue. Voilà, ça continue. Je vais essayer de répondre très brièvement. La première chose, effectivement, je pense que l'étape de la sensibilisation est terminée. On a beaucoup sensibilisé. Certains de nos compatriotes ont un comportement pour le moins surprenant. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la justice? Nous avons formé des magistrats. Parce que très souvent, l'environnement s'invitait dans le prétoire des magistrats et ils ne savaient pas comment réagir. Première chose. Donc on les a formés, les magistrats du siège et du parquet et même des officiers de police judiciaire. Quand un cas arrive, on dit on ne coupe pas le bois, on ne coupe pas le bois. Si vous coupez, on va vous arrêter, on va vous présenter à la justice et puis vous allez subir la rigueur de la loi. La deuxième chose, c'est qu'il y a un nouveau code de l'environnement en Côte d'Ivoire qui est en vigueur. Et vous allez voir pour des délits environnementaux que moi-même je qualifierais de crimes, le quantum de la peine est monté à 10 ans, 15 ans de prison. Et les amendes sont beaucoup plus importantes. Et je vais peut-être terminer par une chose. L'environnement, il ne faut pas voir ça comme une contrainte qu'il faut protéger, il ne faut pas toucher, mais il faut voir ça comme une opportunité de développement. Je vais prendre l'exemple de la lagune Ébrié, unique au monde. Un véritable patrimoine ivoirien. Dans toutes les grandes villes du monde où vous allez, que ce soit Londres, avec la Tamise, Paris avec la Seine, le Potomac, à Genève, voilà, effectivement, à Washington, vous connaissez, effectivement, à Genève avec le lac Léman. Les meilleurs terrains, les plus belles habitations, les plus grands restaurants, les plus grands hôtels sont autour de cette lagune-là. Une marina, voilà. Exactement. Nous, on a 9 baies lagunaires ici. Et les gens polluent tous les jours. Heureusement que le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement sont saisis de la question. Vous les avez vus sur le plan d'eau lagunaire. Et nous sommes en train de nous attaquer à ça. Pour faire de telle sorte que la lagune Ébrié, ce soit le poumon économique, la ville d'Abidjan, et Abidjan même extramuros, et que voilà, qu'on puisse avoir, qu'on profite effectivement de ce bien écologique-là qui est unique dans le monde. Un dernier mot, monsieur. En termes de justice climatique, je n'ai pas encore terminé. vu votre Herman, réponse. on a fini. Monsieur Abou Bamba, merci d'être venu. Un dernier mot pour terminer. Voilà. Bon, mon message passe à peut-être aux Ivoiriens, c'est dans leur grande majorité de considérer l'environnement effectivement comme une question de développement, une question de bien-être, et dans leur attitude de tous les jours,
d'avoir un petit geste sur le tri des ordures, de choisir les énergies durables comme l'énergie solaire, effectivement, et de faire de telle sorte qu'effectivement notre patrimoine naturel, tous nos parcs nationaux, les 560 km de côte, les 4000 km de lagunes dont nous disposons en Côte d'Ivoire, les aires marines protégées, les parcs et réserves, effectivement, soient protégés, soient visités et que ce soit vraiment une source de richesse et non une contrainte. Merci beaucoup, Monsieur Abou Bamba. Vous êtes conseiller à la présidence de Côte d'Ivoire et vous êtes le coordonnateur d'Abidjan Legacy Programme. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Et notre plateau est ouvert pour parler toujours des questions environnementales. C'est très important. Messieurs, je vous le disais, et chers téléspectateurs, je vous le disais à l'entame de ce programme, nous parlons maintenant de la crise post-électorale de 2010-2011. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que 14 corps conservés depuis donc cette crise-là ont été remis à leurs différentes familles. La ministre Belmondo Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, indiquait que ces 14 corps avaient été conservés pour nécessité d'enquête et d'identification. Nous ne sommes pas fâchés, disait le représentant des familles, mais 14 ans, c'est beaucoup. Herman Aboua, comment est-ce que vous réagissez à cette actualité? Moi, déjà, je me dis que c'est quand même... Je vois la peine des familles éplorées déjà, qui, depuis près de 14 ans, 13 ans, pour être plus précis, attendent d'enterrer leur corps. Vous savez, en Afrique, il y a une dimension sociologique et culturelle même. Tant que le mort n'a pas été enterré par les siens, c'est comme s'il est encore parmi nous, en train de son âme erre. Donc, si on tient compte de cette considération-là, si je comprends tout de suite la douleur des parents qui attendent. Mais je veux dire que j'aurais aimé que ça soit une action, qu'on le fasse souvent discrètement. Pourquoi? Vous savez que dans la crise post-électorale, il y a eu près de 3000 morts, comme on le dit. Quand on voit l'échantillon de 14 corps remis, c'est vrai qu'il faut remettre, mais il ne fallait pas en faire une question d'État, une cérémonie officielle. Parce que souvent, lorsque on voit ce genre de choses, ça ramène aux vieux souvenirs qui sont malheureux, qui sont douloureux. Bon, en même temps, ça a été fait. Il faut espérer que les familles sont aujourd'hui, on ne dirait pas réconfortées, parce qu'on s'imagine bien qu'elles replongent dans leur tristesse d'avoir perdu un proche. Voilà. Sarah, est-ce qu'au-delà de tout, Herman a dit qu'il fallait, dans son entendement, faire une cérémonie, enfin, pas en faire quelque chose de très visible et tout, mais est-ce que ce n'était pas aussi le point de juste honorer, voilà, de façon officielle, la remise à ces familles-là, et puis voilà, on essaie d'oublier encore et encore. C'est pas facile, mais on essaie d'oublier. Comment est-ce que vous appréciez ce point-là et l'actualité en général? Alors, c'est un sujet d'actualité qui est délicat, qui est très délicat. Et j'imagine que forcément, ça doit être tout de même un soulagement pour les familles de pouvoir récupérer les corps de leurs victimes. Mais 14 ans après, forcément, c'est une période extrêmement longue. Maintenant, bon, je rejoins un peu ce que dit tout de même Herman sur l'intimité, je pense qu'il aurait été peut-être plus judicieux ou simple de faire les choses dans une plus stricte intimité. Toujours peut-être avoir accès à cette information, mais pas forcément... vous savez, c'est quand même... il s'agit de familles endeuillées. On fait certes un pas toujours vers la réconciliation et la paix. C'est le message en tout cas qui est véhiculé. Mais ça reste des familles qui ont perdu des membres, des fils, des maris, etc. Et voir voilà, la tristesse sur leur visage, etc. Ça reste quelque chose de délicat. Et pour le coup, garder une forme d'intimité autour de cet événement aurait été peut-être plus indiqué. Daouda, comment est-ce que vous réagissez à cela? Quel est votre commentaire? En fait, la cérémonie, c'est vrai que je comprends leur point quand ils disent qu'on n'aurait pas dû le faire comme ça, mais c'est le deuxième du genre. La première fois, c'était à l'Ouest où il y a eu 47 corps qui ont été remis. Oui, en 2023. Voilà, en mars 2023, pour être très précis. Ils ont reçu ces corps-là. Pour moi, en fait, l'initiative marque le début important dans le processus de deuil. Je pense qu'il en parlait lui-même. Parce que les corps ont été... Après la crise de 2010-2011, il y a des corps qui n'avaient pas été identifiés, il y a des corps il y avait nécessité d'enquête pour d'autres choses, tout et tout. Et c'est en 2023 qu'ils ont commencé l'identification des corps finalement. Ils ont identifié. Il faut rentrer dans un processus.
Et comme vous le savez si bien, depuis un certain temps, toute la Côte d'Ivoire, et je pense que toute la classe politique à l'unisson, la chorale de la Sainte Réconciliation en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous non, je le dis parce que comme ça, Daouda? Non, mais je le dis parce que tous les partis politiques estiment qu'ils sont pour la réconciliation. Que ce soit l'opposition, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les partis centristes, ils sont tous pour la réconciliation. S'inscrivant tous dans cette dynamique-là, je pense que des prisonniers politiques d'opinion ont été libérés et autres. Donc, dans le même cadre, je pense que les victimes, les gens qui avaient encore des corps qui étaient à Ivosep, qui n'avaient pas encore été identifiés, il fallait les remettre. Il reste 6 corps encore à remettre. À Djokoué. Voilà. La preuve, à l'ouest, au niveau de tout le plus là-bas, il reste 6 corps à Djokoué à remettre. Et du coup, moi, je vais dire sincèrement, les propos de la ministre, je pense que c'est des propos qui sont bien. Parce qu'elle dit, l'argent qu'on va vous donner, ça ne va pas permettre de faire revenir vos enfants, mais il faut passer à autre chose. Et je pense qu'il est temps pour tous les Ivoiriens, de n'importe quel parti qu'il soit, que chacun de nous prenne conscience. Parce que moi, ça m'amène toujours, quand on regarde qu'on est à pratiquement 1 an et demi d'une élection, 3000 personnes sont mortes. Comme on le dit de façon triviale. Et on continue de remettre les corps. On continue de remettre les corps cadeaux. On ne sait pas qui a tué qui a fait quoi. Mais au nom de la sempiternelle politique, les accords politiques que les politiciens ont entre eux, les gens sont morts au cadeau. Mais eux, ils continuent d'avancer. Il y a toujours la paix des braves qui existe. Donc, c'est le lieu pour moi d'attirer l'attention des uns et des autres. On a 1 an, 6 mois d'une élection. Ne soyez pas comme ceux qui sont morts. On est en train de remettre des corps 14 ans après. Mais je pense que, j'espère, et j'ose espérer que ce processus-là va aider ces familles-là à passer outre le deuil et à aller véritablement à la réconciliation. Élisée Bouloube, je le disais à l'entame du sujet, le porte-parole des victimes disait « Nous ne sommes pas fâchés, mais 14 ans de deuil, c'est beaucoup. » Élisée. Oui, moi je comprends totalement le point de vue du représentant des parents de victimes. 14 ans, effectivement, je partage avec lui, c'est beaucoup. Surtout pour la raison qui a été évoquée, nécessité d'enquête. Mais quand vous savez que tout ce qui rentre en compte en concernant la crise post-électorale, surtout sur l'aspect judiciaire, a été évacué depuis. On a déjà fait les jugements concernant la crise post-électorale. Ceux qui devaient être condamnés étaient condamnés, même d'autres viennent d'être graciés il n'y a pas longtemps, tout ça. Donc, qu'est-ce qui justifie que ces corps soient restés là jusqu'à 14 ans? La ministre nous dit nécessité d'enquête. Mais oui, c'est ce que je suis en train de dire. Nécessité d'enquête dans quel cadre? Dans le cadre de la crise post-électorale. Mais la crise post-électorale, les procédures judiciaires ont été ouvertes. D'autres même ont été déjà fermées. Des gens ont été même jugés, condamnés. Des gens ont été même libérés, graciés récemment. Nous tous, on est témoins de ça. Non, il faut reconnaître quelque part que les choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Pour preuve, comme Daouda l'a dit, les enquêtes là, pour identifier, sinon l'identification des corps a démarré en 2023. C'est-à-dire que ça fait 1 an que la procédure a eu lieu. On aurait pu faire ça depuis. Surtout qu'on sait en Afrique ce que ça représente que de faire son deuil. Donc je pense quand même quelque part qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on aurait pu faire ça un peu plus tôt pour soulager ces familles-là. Par exemple, quand... Mais quand on a vu des procédures concernant la crise post-électorale qui ont été réglées en moins de 2 ans, en moins de 3 ans, juste après la fin de la crise. Voilà, pendant cette période-là, on aurait pu quand même faire cette identification-là, appel à témoins, et puis vraiment permettre aux familles de faire leur deuil. Je crois qu'on aurait pu faire ça un peu plus tôt. Mais toujours est-il que, comme je le dis, on ne peut pas cracher là-dessus, parce que des familles quand même attendaient cette occasion-là pour faire leur deuil. Donc on peut aussi l'entendre et puis dire merci quelque part au gouvernement pour ça. Quoique, on pense qu'on aurait pu le faire un peu plus tôt. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose aussi, comme je le disais, à la lecture vraiment de cette information, j'ai un sentiment mitigé. Lequel, Élisée ? Voilà, parce que pour moi, vu qu'il a été fait tellement tard, il ouvre en fait, à mon avis, des plaies pour moi béantes en fait. Des plaies qui sont en train de se cicatriser. Oui, ça ramène à des souvenirs. Alors que là, on était en train de vraiment faire le deuil, on était en train de chercher à cicatriser cette pensée-là, vraiment aller de l'avant en fait. Voilà pourquoi je dis, il aurait été bien de le faire plus tôt. Parce que maintenant, vous voyez, quand on revient dessus, ça ouvre encore d'autres plaies. Bon, j'espère qu'on a pu identifier ces corps. Tous les corps qui n'avaient pas été identifiés ont été identifiés et qui seront restitués. Et probablement, celui d'ici dont on parle sera restitué plus tôt. Et qu'on ne viendra pas nous dire encore, il y a des corps qui attendent d'être identifiés pour être encore remis. Franchement, je crois qu'il faut qu'on sorte de cette spirale-là et qu'on tourne la page définitivement de la crise et qu'on s'engage résolument sur la nouvelle voie que veulent prendre les Ivoiriens, à savoir reconstruire une Côte d'Ivoire faite de paix, où on oublie vraiment ces violences-là qui nous auraient servi à nous, je vais dire, comme une catharsis pour nous permettre vraiment de nous améliorer et d'aller de l'avant.
Alors, au total, 77 dépouilles, dépouilles ont été remises officiellement, mais des corps ont été récupérés par des familles en dehors de l'initiative de l'État. Ça veut dire qu'il y a des familles qui sont venues chercher leurs corps. Mais je pense qu'ils en avaient marre d'attendre. Parce que c'est difficile. Vous imaginez, il y a des gens aujourd'hui, tu vois que ton parent est à Evosep, tu ne peux rien faire. Tu es assis, on dit tu es en deuil, mais tu ne l'as pas encore enterré. Parce que le mot que tu as dit, tant qu'on n'a pas encore enterré quelqu'un, on ne peut pas faire son deuil. Vous-même, vous savez que quand tu perds quelqu'un, souvent il te faut, il y a pour certains 2 ans, 1 an. Il y en a qui continuent d'aller au cimetière pendant 2 ans. Et vous gardez un corps 14 ans. Ah non. C'est trop. J'ai un autre point là-dessus. Tout à l'heure, Daouda parlait de... Quand on regarde toute opération, jusque-là, c'est 61 corps, n'est-ce pas? Or, on connaît, j'ai déjà dit, la crise post-électorale, plus ou moins, les gens avancent comme chiffre officiel, près de 3 000 morts. Oui. Donc, si on en vient là, je pense que c'est un échantillon, je ne dis pas qui n'est pas signifiant, mais vu en quoi est-ce que... Parce que lorsqu'on parle maintenant de réparation, est-ce que ces 3 000 personnes qui sont parties, est-ce qu'on a identifié les familles pour vous, on aurait... comment on appelle là, pour réparer tout cela? C'est pour vous dire que, parce qu'on est tous, ici, il y a eu des morts de part et d'autre. Donc la justice, elle doit être équitable. Donc il y a une réparation pour un, il y a une réparation pour deux. C'est tout cela que... Pour vous, ça appelle la question des victimes. Comme Élisée a dit, vous voyez bien que ça ramène des questions. Ça ramène des... C'est des plaies béantes qu'on ouvre à nouveau. On aurait pu le faire de façon sobre, discrètement même, sans faire en sorte que l'opinion sache cela, même si la présence de l'État, du gouvernement était au chevet des familles. Moi, je pense que ça aurait choqué moins. Sarah. Oui, justement, ça ravive effectivement des souvenirs. Et tout à l'heure, quand on parlait de peut-être opter pour un choix de cérémonie dans plus d'intimité, etc., c'est surtout aussi, je pense, pour toutes les autres familles qui, elles, n'ont pas eu encore cette chance de récupérer le corps de leurs victimes. Il y en a même qui ne les ont plus jamais vus. Et effectivement, donc imaginez-vous un peu à leur place, quand elles voient ces images, ça ne doit pas être évident, encore plus pour elles, pour l'ensemble de la population. Il y a peut-être des corps qu'on ne retrouve plus jusqu'à présent. Tout à fait. Donc l'espoir peut vraiment, soit renaître, soit se dire, mais quand est-ce qu'on nous appelle, quand est-ce que nous, en tant que famille endeuillée, on peut vraiment enterrer nos familles dignement et passer aussi à autre chose psychologiquement, parce qu'effectivement, quand on n'enterre pas un mort, je suis désolée, mais c'est impossible de faire son deuil. Donc c'est surtout pour ces familles aussi, ces images doivent être assez difficiles à regarder. Élisée Boloube, au total, notre pays est passé par des situations, enfin, je dis parce qu'il y a eu plusieurs crises, mais celle de 2010 et 2011 est encore en train de provoquer en nous des tensions. Le fait d'ouvrir et de voir ce genre de choses, est-ce que ça peut ramener des rancœurs, soulever des rancœurs et durcir ce qui va se passer pour 2025, Élisée Boloube? On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Et c'est le sens de notre intervention chaque fois sur le plateau, amener les uns et les autres à fermer vraiment cette parenthèse, aussi douloureuse soit-elle. Mais comme je le dis très souvent, l'histoire des nations aussi, c'est aussi ça. On ne restera pas éternellement à se morfondre sur ce qui n'a pas marché. Il faut en tirer les leçons et puis décider résolument d'aller de l'avant. Les nations aujourd'hui qu'on adule et qu'on applaudit sont passées souvent aussi par des épreuves plus douloureuses que celles qu'on a vécues. Donc on ne sera pas éternellement en train de vraiment ruminer cette situation. Il faut qu'on avance. C'est une partie de notre histoire qu'on ne peut pas occulter, mais ça ne doit pas être toute notre vie. On doit se dire qu'il y a eu un moment où on a flanché, mais résolument, on ne flanchera plus, on se donnera les moyens d'aller de l'avant. Et c'est le message qu'il faut qu'on passe. Deuxièmement, ce que je veux juste dire, c'est au-delà même de la remise des corps, je pense que la problématique est soulevée ici même, c'est la question même de l'indemnisation, du soulagement, mais de toutes les victimes des crises. Je pense que quels que soient les différents rapports qui ont été tous les différents rapports qui ont été faits concernant la situation de crise, que ce soit celui de la CDVR, que ce soit l'autre commission qui a été dirigée par le père Awana, toutes ces commissions, voilà, c'est ça, la CONARIV dirigée par le père Awana, tout ça, père à son âme, tout ça, tous ces rapports ont mis au cœur vraiment, je vais dire, de la cohésion, de la réconciliation, de la question de la prise en charge des victimes. Il faut vraiment que ce dossier-là, honnêtement, il soit traité avec la plus grande rigueur, que les uns et les autres soient indemnisés. Et comme je le dis, qu'on tourne la page et qu'on passe à autre chose. Parce que notre nation a besoin d'évoluer. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, après 10 ans ou 13 ans pratiquement de crise, on est arrivé à un certain niveau que beaucoup envient.
il est de notre devoir de montrer qu'on a flanché, on n'est pas couché et qu'on a cette capacité-là de nous réinventer et aller de l'avant. Est-ce qu'identifier tous ces corps-là, justement, prend autant de temps et qu'on n'est pas surpris de voir que jusqu'en 2024, on est encore en train de faire des enquêtes d'identification? Qu'est-ce qui pose problème, Daouda, selon vous? Non, je pense que, Dieu merci, les cours ont commencé à être restitués. Parce que, techniquement, je le disais dans mon premier point, c'est que quand la politique se mêle dans les choses, ça devient compliqué. Dans ce cas, il y a de la politique, selon vous? Ça, c'est mon point. Bien sûr. Je pense Je pose la qu'il question. y a forcément des relents parce qu'il devait y avoir des jugements. Des jugements ont été faits, des gens sont partis en prison. Après, il y en a qui ont été libérés, comme il a C'est dit. ça. D'autres même ont été amnistiés. c'est Tout ça. Si tout ça a été fait, j'estime que qu'est-ce qui fait qu'on a gardé les corps jusqu'à présent? Je ne sais pas. Donc je me dis peut-être que c'est peut-être la politique et autres. Ou bien sûrement on devait les indemniser. Comme c'est fait maintenant, on va avancer. Mais moi, pour ma part, j'estime tout simplement qu'aujourd'hui, depuis les années 90 jusqu'à maintenant, en Côte d'Ivoire, on assiste un peu à un culte de l'impunité en Côte d'Ivoire, en fait. C'est-à-dire, Daouda? Quand je dis on assiste à un culte de l'impunité en Côte d'Ivoire, c'est que quand il y a quelque chose, au nom de la politique, on dit, bon, dialogue politique, on pardonne tout, on laisse avance. tomber. Tout pas de... On met, comme tu utilises un terme là, de Pète à profit. de pète à profit. Pas pète et profit. Pète et profit. Je dis, c'est pas bien. Aujourd'hui, 3000 personnes sont décédées. Concrètement, est-ce qu'on peut s'asseoir, se regarder droit dans les yeux pour dire qui a fait quoi? Mais parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, personne n'est responsable de quoi que ce soit. Vous pensez que cette question, le fait de redonner les corps aux familles, soulève ces questions-là, Daouda? Pour moi, personnellement, ça soulève ces questions-là. Première chose. La deuxième question que ça soulève pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué. Et je vais dire, j'en appelle en fait à mes camarades jeunes, qui ont le même âge que moi, qui bientôt vont aller aux jeunes, peut-être pour certains, pour la première fois. Il faut qu'ils se servent de ce qui s'est passé en 2010, en 2011, pour ne pas faire ces erreurs-là. Parce qu'après, ça va passer par perte et profit. On termine rapidement avec vous, Arman, sur le sujet. On part au journal. Il parlait de ça, c'est vrai, effectivement, à 14 ans après, on se demande bien qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Surtout que même la CPI même vient d'enterrer, fermer le dossier. fermer le dossier du moment où je pense bien que ces enquêtes n'ont pas pu aboutir, mais c'est la façon à laquelle les dossiers ont été ficelés, les dossiers à charge ont été certainement ficelés, qui a conduit à ce résultat, d'où on ne sait pas qui est victime, qui est coupable. On part au journal maintenant. C'est notre mot. Tout ce que nous voulons dire, c'est la paix. Et la paix, ce genre d'événement ramène à nos souvenirs que notre terre ivoirienne, et nous n'avons qu'une seule vie. Notre terre est unique et nos vies sont uniques. On n'a pas de corps de rechange. Paix en tout cas en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk revient. Nous allons parler essentiellement assurance et santé. Donc, nous parlons avec Serenity SA et puis, juste en deuxième partie, avec la MUGEFSI. Mais avant, nous avons le plaisir de recevoir Madame Dibi Kadjo-Delphine. Bonsoir, Madame. Bonsoir, merci d'être là. Alors, vous êtes directrice générale adjointe de Serenity Assurance. Et avec vous, on parlera un peu de l'assurance et surtout tout ce que cette assurance ça peut nous aider à faire en tant que personne sociale. Dites-nous, il y a quelques jours, il y a eu un affaissement d'un bâtiment à la Riviera Palmeraie. Qu'est-ce qu'une assurance ou qu'est-ce que Serenity dans ces genres de situations prévoit? Est-ce qu'il y a un bail, dans le bail, est-ce que le locataire est protégé dans ce genre de sinistre? Comment est-ce que ça se passe? C'est toutefois une assurance. Hein? Merci. Mon plaisir. Je ne sais pas si je suis vraiment autorisée, si je suis la bonne personne pour parler de ce genre de Juste sinistre. un avis de spécialiste. Mais juste vous dire que si le propriétaire de cet immeuble était venu s'assurer chez Serenity, je crois que ce genre de sinistre ne se serait pas produit. Parce que nous, chez nous à Serenity, nous avons des techniciens. Avant même de construire un bâtiment, nous avons des ingénieurs en génie civil avec qui nous travaillons, qui demandent des études de sol, tout un dossier technique avant
de pouvoir accepter ou non le dossier. Mais bien évidemment, bon, si c'est une personne qui est assurée chez Serenity Assurance par une multirisque professionnelle ou bien une multirisque habitation, bon, je crois savoir qu'il y a des habitations dans cet immeuble, mais il y a Des aussi bureaux également. des bureaux, voilà, à usage de bureaux. Certainement, leur assureur, si c'est Serenity, ils viendront et se faire dédommager complètement. Et après, évidemment, s'il y a un fautif dans l'accident, enfin, nous, tout ça, c'est un accident. Dans le sinistre, on va dire. Dans le sinistre, évidemment, nous faisons une action repoussoire contre cette personne. Comment les maisons d'assurance adaptent-elles leurs services aux besoins des usagers? Voilà un peu la problématique que nous allons aborder avec vous, Sarah, et ensuite Herman. J'ai une première question, bonsoir. Bonsoir, Sarah. Bon, je pense que quand on parle de Serenity, on parle aussi de concept d'inclusion financière. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez tout simplement juste expliquer un petit peu ce concept et son importance justement pour les communautés mal desservies? Voilà. Merci, Sarah. Alors, lorsqu'on parle d'inclusion financière, il faut dire que tout de suite, on voit les populations à des revenus assez faibles. Et chez nous, Serenity, nous avons des produits, des petits produits adaptés vraiment à cette cible-là. Alors, je vous donne un exemple. Nous avons par exemple un produit qu'on appelle la multipéril agricole, voilà, pour le monde agricole. Oui. Alors, je vous dirais tout simplement que si vous voulez assurer peut-être 1 hectare de plantation de café ou de cacao en production, vous n'aurez à payer que environ 8 à 9 000 francs 8 à 9 000 francs l'hectare. L'hectare et par an. Et Vous comprenez, c'est des produits qui sont vraiment bien étudiés avec nos réassureurs pour pouvoir répondre aux besoins de cette population à faible revenu. Herman? Ma question est, aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe, hein, on évoquait le récent sinistre là, est-ce que s'assurer est ancré dans les habitudes des populations ivoiriennes? Ah non, là, vraiment pas du tout, parce que les études qui ont été faites, aujourd'hui, le taux de pénétration tourne autour de 1-2%. À qui la faute? Et à qui la faute? Voilà, la question que... Ben, tout le monde. Aux assureurs également, parce que est-ce que vous communiquez? Effectivement, je suis d'accord avec vous. Peut-être que nous ne communiquons pas suffisamment, hein, mais bon, aujourd'hui, le taux de pénétration est très bas. Ça, il faut le reconnaître. Et nous, les assureurs, bon, je ne parle pas au nom de tous les assureurs du Côte d'Ivoire, je parle au nom de Serenity. Mais chez nous, à Serenity, nous faisons quand même l'effort de faire de la proximité vraiment vers les populations. Vous allez trouver ici, issu de notre marché, Serenity a le plus grand réseau de distribution en Côte d'Ivoire. Nous sommes pratiquement dans toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire. Vous communiquez beaucoup? Ma relance, est-ce que, comme vous avez dit, c'est vrai que le taux de pénétration est très faible, mais est-ce que ce n'est pas parce que souvent, ceux qui ont contracté ces assurances-là, lorsqu'il arrive, il doit avoir réparation et que ces assureurs-là traînent le pas dans le paiement ou le remboursement du sinistre? Bon, peut-être que vous avez raison quelque part. J'ai raison. Non, vous n'avez pas totalement raison. Il faut dire que il y a bien des années, ouais, il y a des clients effectivement qui ont été confrontés à ce genre de choses. C'est un peu lent les processus de paiement. Aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, en tout cas, les compagnies d'assurance font vraiment cet effort-là, vraiment de pouvoir indemniser, avoir des cadences de règlement vraiment assez rapides. Daouda? Non, je m'inscris dans la même logique que Herman parce que moi et les assureurs, Vous n'êtes pas camarades. Vous n'êtes pas amis? c'est pas l'amour du tout. Parce Pourquoi, Daouda? Je prends un exemple banal. Je prends l'assurance auto. Tu payes l'assurance la plus élevée, tout et tout. Ils ont des techniques vraiment très challengeantes pour te... Mais vous demandez explication, moi, pourquoi on vous explique? Oui, on m'explique tout. Je paye. Est-ce que vous comprenez ce qu'on vous explique? Franchement, madame, parce qu'aujourd'hui, l'assurance véhicule est devenue comme une pièce, une partie de la pièce de notre voiture, en fait. Sinon, en réalité, on ne prend pas l'assurance auto parce qu'on veut se protéger. On espère. C'est juste parce que les policiers nous emmènent un peu sur la voie publique. Non, parle pour toi. Faut dire, je non, le moi, prends pas. personnellement... Il ne faut pas dire ça que les policiers nous emmerdent. Non, il faut changer. Je le dis, non, mais en fait, ils font leur travail. Voilà, c'est préférable. Ils font leur travail, Voilà. mais sincèrement, les assureurs ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on a peur
de prendre l'assurance pour, qu'on appelle ça, ils ont un thème, j'ai oublié, où ils payent avant Systématiquement. Non, en fait, Le recours anticipé. le recours anticipé et autres, tu as un sinistre, tu vas sur l'expert immobilier, tu reviens, tout et tout. Non, l'expert automobile. Vraiment, merci beaucoup, madame. Elle connaît Donc, dans la question. c'est son travail, oui. J'attends la question. Non, la question vient. Mais aujourd'hui, concrètement, madame, qu'est-ce que vous faites à Sérénité pour que nous autres, on puisse payer des assurances, de sorte à ce que, comme chez les Blancs, quand tu as un accident, automatiquement, 2 heures après, tu as un véhicule, et on te remorque, un véhicule de rechange, on te remorque, tout soit nickel, pour qu'on puisse payer. Mais si vous venez à Serenity, vous serez à la bonne porte. Donc, à Sérénité, lorsqu'il y a un Parce que, accident, vous voilà, donnez notre lorsque véhicule. vous avez un accident, Oui. surtout si vous avez une assurance dommage qu'on a l'habitude d'appeler l'assurance tout risque. Oui. Voilà. Lorsque vous souscrivez à une assurance tout risque automobile, vous avez droit, c'est optionnel évidemment, si vous avez choisi l'option, mais si vous ne l'avez pas choisi, parce qu'il y a des clients qui ne choisissent pas, mais qui viennent revendiquer par la suite. Vous comprenez qu'en ce moment, ça ne va pas. Madame, vous vous Voilà. adressez là. Moi, j'éprouve tout le monde. Voilà. Je suis capable d'aller m'assurer demain même. Venez, je vous attends. Et puis aller chercher un Voilà. sinistre. Non, Daouda. Non, pas un sinistre. Non, Alors, quand même. lorsque je disais tout à l'heure, vous avez un sinistre, Oui. vous avez droit à un remplacement de véhicule. De même niveau, vous- de même niveau. Tout à fait, tout à fait. Mais il faut comprendre que, bon, si vous venez avec, si vous êtes, vous avez une range, que Range la Rover. Range Rover est accidentée, bon, vous ne demanderez pas à l'assureur de vous remplacer le véhicule de remplacement par le même type de véhicule. Alors, ce que nous faisons, il faut bien comprendre, c'est de pouvoir vous trouver un véhicule. Permet de Peut-être circuler, même pas, voilà. peut-être pas forcément de la même gamme, mais C'est qui cela. vous permettent voilà, de vaquer à vos Très bien. occupations. Et aussi, vous avez le service de remorquage. Vous avez même d'autres services comme le retour, comment on appelle ça? Retour de... Le retour à domicile, par exemple. Ah, d'accord. Alors, je prends un exemple. Vous allez à Yamoussoukro pour une affaire, vous arrivez au PK, je ne sais pas, 38V, vous avez Un un accident qu'on ne souhaite pas. Voilà. Si vous souhaitez revenir sur Abidjan, mais si vous souhaitez continuer votre voyage, alors on met à disposition un véhicule qui vous accompagne jusqu'à Yamoussoukro. Voilà. Donc, vous avez tout cela. Moi, chez je vais le Serenity. tester. Voilà. Je Très vous bien. attends. En tout cas, testez-nous. En tout cas, je vais le tester. Élysée, Oui, madame, vous avez évoqué un produit qui m'a paru très intéressant pour notre pays déjà, vu que nous sommes pays agricole, c'est l'assurance agriculture, comme vous en avez parlé. C'est vrai que c'est le thème, hein, Les risques oui. agricoles. le risque agricole. Tout Voilà, à je trouvais fait. que c'était une assurance vraiment pertinente parce Tout à qu'aujourd'hui, fait. c'est un véritable défi de pouvoir avoir un accompagnement dans ce secteur-là. Je veux juste savoir, il couvre quelle catégorie de production? Est-ce que ce sont les spéculations industrielles, bon, je dis internationales comme le café, le cacao, ou est-ce qu'il touche aussi le secteur vivrier dans lequel on a un grand nombre de femmes qui est engagé? Et là-bas, même, le besoin est très grand et très pressant. Mais pour l'instant, nous sommes dans les produits rentiers. les produits Café, rentiers. cacao, anacrade, palmier, EVA. EVA. Voilà. Pour proposez- l'instant, ce sont ces cinq produits-là. J'ai une Oui, question. Herman. Madame, aujourd'hui, vous célébrez très prochainement vos 15 Merci, années Herman. d'existence sur le marché ivoirien. À quoi les usagers peuvent-ils s'attendre en termes de produits innovants et de bénéfices même pour eux sur les différents produits que vous proposez? Merci, Abad. Déjà, pour cet anniversaire, nous voulons faire quand même le point. Parce que ça fait 15 ans que nous existons. Nous voulons faire le point de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, et trouver les actions correctives nécessaires. Comme la communication. Tout à fait, ce que je suis en train de faire. Bien sûr. Voilà, sur votre plateau. Et puis, remercier aussi nos clients et nos partenaires qui nous ont fait confiance. Parce qu'aujourd'hui, si... Non, Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a souvent des personnes qui vous voient à la télé, qui vous appellent en même temps. Ils vous juste ont pour vu, ils saluer. vous appellent. On en souffre sur nous-mêmes. ma soeur. Non, c'est pas grave. On la salue, la sœur. Continuez votre propos, je vous prie. Alors, coupez un peu le cours. Alors, je vous aide. Donc, Voilà. vous Il y a étiez en 15 train de ans, faire vous le avez point. décidé Tout à fait. Daouda. de remercier vos... Daouda. Ah, pardon. Vous étiez en train de faire le point de ce qui avait marché et pas marché. Tout à fait. Et trouver les actions correctives Ah, correct, et pouvoir voilà, correct. faire vraiment des perspectives. Voilà pour les années à venir. Mais aussi, vraiment remercier tous ceux qui ont pu nous permettre d'être à ce niveau-là. C'est cela. D'abord, notre tutelle, à travers notre tutelle, la ZACI,
voilà, qui est toujours à nos côtés, mais surtout, Azasi Technologies aujourd'hui qui nous permet de pouvoir produire n'importe où en Côte d'Ivoire les attestations automobiles. Voilà. Et remercier aussi nos clients et nos partenaires, parce que c'est grâce à eux que nous sommes où nous sommes aujourd'hui. C'est clair. Vraiment remercier nos clients et leur dire vraiment merci de cette confiance renouvelée, qui peuvent toujours compter sur nous et nous serons toujours là pour eux. Est-ce que nous retrouvons Serenity sur l'ensemble du territoire ivoirien? L'ensemble du territoire ivoirien. L'ensemble. Bon, quand je dis l'ensemble, au moins sur les 2 tiers en tout cas. Sur les 2 tiers en tout cas, et nous sommes la compagnie qui a le réseau de distribution le plus Vous êtes à large. Odjéné? Oui. Si vous êtes à Odjéné, c'est que Daouda, vous n'avez pas la parole. Voilà, nous sommes à Odjéné. On a un bureau à Odjéné. Merci beaucoup, Madame Dibi Kadjo Delphine. Vous êtes directrice générale adjointe de Serenity et on a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir ici. Merci d'être venu et joyeux anniversaire parce que Serenity célèbre donc ses 15 ans. 15 ans de vie, 15 ans de service, 15 ans de communication directe avec les populations ivoiriennes. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et nos amitiés à votre sœur. Je ne m'inquiète pas. Encore, nous parlons maintenant de santé. Je le disais, la MUGEFSI est avec nous. Et nous avons comme invité M. Charlemagne Ondry. Charlemagne Ondry, qui est le président du comité de direction du Centre optique mutualiste de Côte d'Ivoire. Monsieur Charlemagne Ondry, merci d'être avec nous. Merci. Comment allez-vous? Très bien. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Bonsoir à tous. Présentez-nous un peu ce Centre optique mutualiste de Côte d'Ivoire. Eh bien, je dirais, pour faire court, que le Centre optique mutualiste est le magasin d'optique, la boutique d'optique de la MUGEFSI. C'est le magasin dans lequel tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire en activité comme à la retraite et leurs ayants droit viennent s'équiper en, j'allais dire, équipement optique. Ah, d'accord, très bien. Et vous existez depuis? Nous existons depuis 2019. Combien d'adhérents? Les adhérents, c'est ceux de la MUGEFSI. Et les adhérents de la MUGEFSI sont autour de 400 000 et avec leurs ayants droit, disons, légèrement au-dessus d'1 million. Très bien. Élisée, question? Juste savoir, qu'est-ce qui a motivé la mise en place du centre? Est-ce que c'est parce que vous aviez été confronté à des situations avec des privés que vous êtes arrivé à la mise en place de ce centre-là? Pas de façon frontale confronté à des situations avec les privés, mais c'est surtout la qualité des produits. Regardez, déjà en 2018, oui. Le président du Conseil supérieur des métiers de l'optique tirait sur la sonnette d'alarme et disait que dans le milieu de l'optique, il y avait plus de 70 à 80% d'intervenants qui étaient du secteur informel. C'est dangereux, ça. Très. Et donc, qui dit secteur informel dit piètre qualité des équipements optiques. Or, les yeux, ça fait partie des organes vitaux qu'on ne remplace pas. C'est clair. Et donc, la MUGEFSI, qui est garant de la santé de tous les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire, a voulu garantir la productivité. Un travailleur qui n'a pas de bons yeux ne peut pas être très productif. Alors qu'il a mis à travailler sur un ordinateur qui a des reflets sur les yeux? Tout à fait. S'il a des enfants qui vont à l'école, qui n'ont pas une bonne vue, ça peut impacter leurs résultats scolaires. La MUGEFSI qui choisit un seul interlocuteur pour penser à tout ce qui est optique de ses fonctions, enfin de tous des fonctionnaires, ce n'est pas de la concurrence déloyale? Oh non, pas du tout. Oh que non. La MUGEFSI a avoir une exclusivité aussi. Oh non, pas du tout. Le Centre optique mutualiste de Côte d'Ivoire n'a pas l'exclusivité des prestations optiques de la MUGEFSI. Depuis belle lurette, la MUGEFSI a un réseau de partenaires de soins constitué de magasins d'optique. La preuve, elle vient d'avoir un magasin d'optique, alors que les fonctionnaires sont disséminés sur toute l'étendue nationale du territoire. Et donc la MUGEFSI contracte avec des prestataires du privé pour pouvoir mettre à disposition des fonctionnaires des équipements optiques. Daouda? Pour avoir accès à ces équipements optiques, il faut être au régime de base ou bien il faut avoir Ivoire Santé Plus? Les deux régimes. Voyez-vous, à la création de la MUGEFSI, les prestations prenaient en compte les médicaments
en pharmacie, il y avait la dentisterie et la lunetterie. Oui. Voilà. Donc, les deux régimes. Mais aujourd'hui, celui qui a les deux régimes, celui qui a Ivoire Santé sera plus à l'aise parce qu'il aura un panier d'acquisition d'équipements optiques beaucoup plus étoffé. Et de qualité surtout. Et de qualité. Parce que dernièrement, relance, Daouda. oui, j'ai ma soeur là qui est nouvelle fonctionnaire. Elle, avec son régime de base, elle voulait des lunettes. On lui a dit c'est pas possible. Il faut que sa période de carence de 3 mois passe à bord pour qu'elle puisse avoir des lunettes. Donc je suis un peu. Là, je pense que je vais dire à ma soeur d'aller regarder là-bas du côté de la MUFC. Il n'y a pas de souci, elle peut venir. Voyez-vous, c'est le principe de fonctionnement de toutes les assurances. La dame de tout à l'heure est partie. Ah oui, c'est pour cela, Il y justement, a qu'on des vous a mis délais de ensemble. carence. Il y a des délais de carence, c'est normal. Vous venez de souscrire à Ivoire Santé. On vous Non, dit- ma soeur vient de souscrire à Ivoire Santé. Elle vient de Donc, vous souscrire êtes à là pour Ivoire parler Santé. de votre sœur seulement ou bien de celle qui se... Non, de par ma soeur, c'est le problème de beaucoup de nouveaux fonctionnaires. Dans ma question pour toi, c'est Non, vraiment ta non sœur. Herman, cette question n'existe Oui, pas. non, sur ce la question plateau. c'est pour Monsieur Daouda, si vous permettez. Allez-y. Voyez, la personne vient de souscrire à Ivoire Santé. L'équipement optique, aujourd'hui, de par le lobbying, de par la volonté du PC actuel, M. Nyugbo Paul, Oui. la personne aura votre sœur aura la possibilité d'avoir ses équipements optiques à 101 000. Elle vient d'adhérer à la MUJOFSI. Elle nous sera solidaire, elle nous est solidaire, mais elle ne nous a pas encore été solidaire sur de longues dates. Elle n'a même pas payé les cotisations qui valent. Il y a le un coût délai donc Il y a un délai, donc Lequel le délai de carence, il est de 6 mois 6 mois. aujourd'hui. Donc Voilà. tant que 6 mois n'est pas encore arrivé, Daouda, votre sœur, Donc, n'aura pas donc les services adéquats. Oui, bonsoir. Sarah. Moi, j'ai une question, merci Christelle, sur les enfants. Vous avez mentionné tout à l'heure. Oui. Effectivement, un enfant qui ne porte pas de lunettes quand il en a besoin, sa vue se dégrade et ses résultats sont impactés. Est-ce que vous avez des programmes de sensibilisation dans les écoles et même auprès des parents pour faire passer ce message, d'aller chercher, d'aller se consulter, chercher à porter des lunettes et puis aussi quelque part des aides financières parce que les lunettes, c'est pas très... ça coûte cher. Voilà. Merci, madame. La sensibilisation, on l'a fait déjà au niveau des parents. Mais qu'est-ce que nous faisons pour les enfants? Voyez-vous, la MUJOFSI octroie 2 paires de lunettes par famille pour 2 ans. Pour 2 ans. Voilà. Mais quand papa et maman Ah, ont membre. pris les lunettes, Ah, d'accord. qu'est-ce qu'on fait pour les enfants? On ne va pas les laisser pour compte. Donc qu'est-ce qui est prévu? Pour les enfants, il est prévu tout de suite une réduction systématique de 50% pour tout équipement d'optique pour les enfants. Et ça va même jusqu'à 21 ans. Et quand l'enfant il a au-delà de 21 ans jusqu'à 26 ans, dès lors qu'il peut nous prouver qu'il est encore étudiant, qu'il est handicapé, Il bénéficie il bénéficie Toujours de de 50%. cette réduction de Super. 50%. Et en général, pour les enfants, c'est une seule correction. Et donc, l'équipement optique leur revient à 30 000 francs CFA. Quels sont vos challenges au niveau donc, de votre centre optique? Ben, aujourd'hui, notre challenge, c'est de permettre à tous les fonctionnaires d'avoir des équipements de qualité. Parce que par le passé, il avait été donné de constater au niveau de la MUJOFSI que les équipements optiques étaient en train de grimper. Ça a occupé même le 3e poste de dépense. C'était trop important. Et à contrario, les prestations de soins pour la santé visuelle prenaient aussi l'ascenseur. C'est clair. Alors aujourd'hui, le défi que nous avons, c'est de faire baisser les dépenses en matière d'optique de la MUJOFSI pour les réaffecter ailleurs, pas pour économiser, C'est ça. mais pour mieux utiliser ça ailleurs pour soigner d'autres affections. Et ça, c'est le challenge principal que nous Et avons. vous y arrivez? Oui, ça se passe très bien. Élisée? Nous avons lui dit que le centre optique mutualiste lance des ventes soldes. Est-ce qu'on peut savoir c'est quand cette période éventuellement et pourquoi des ventes soldes dans la mesure où on est dans un projet dit d'assurance en fait? Je ne comprends pas justement ce dualisme en fait. Oui, c'est une offre promotionnelle que nous avions lancée à la demande d'ailleurs sur insistance du président du conseil d'administration de la MUJOFSI, M. Nyugbo Paul. Avant son accession au poste de président du conseil d'administration, pour pouvoir avoir des équipements optiques photogrés, anti-reflets basiques, le mutualiste devrait débourser 121 000 francs. 121 000. Hein? 121 000 francs CFA. C'est-à-dire, en plus de la valeur de son bon, quand il était à Ivoire Santé et au régime complémentaire de base, il devrait débourser 20 000 francs.
Et il a travaillé sur l'aspect de l'acquisition des médicaments. Il a fait accroître le nombre de médicaments et il a fait baisser les cotisations des mutualistes. Avant, on avait par exemple des produits Voix Santé Plus. Il était là il y a quelque temps, il a dû développer ça. Et là, en matière d'optique, il nous a amené à baisser les prix à la valeur du bon. Donc, le mutualiste qui arrive, il a sa prescription, il a la possibilité d'avoir ses lunettes sans rien payer. C'est ce que nous avons appelé l'offre promotionnelle que nous lançons et nous voulons la faire permanente. Mais attention, je rappelle à tous ceux qui nous suivent que c'est pour seulement les fonctionnaires. Hein. Oui, fonctionnaires, agents de l'État et leurs ayants droit. Et leurs ayants droit. Donc, Élisée, je ne sais pas si nous autres, là, comment on fait? Non, on n'est pas concernés, mais bon, ça va. Vous êtes fonctionnaire? La production sine qua non, c'est d'être fonctionnaire. Non, mais le besoin se trouve en dehors des fonctionnaires oui, également. Le besoin se trouve en dehors est-ce que vous ouvrez la porte justement aux autres qui viendraient payer le prix fort, puisqu'ils voudraient, si toutefois ils estimeraient qu'il faudrait passer par vos services? Nous n'ouvrons pas la porte malheureusement. Non, dites ça bien. Nous n'ouvrons malheureusement pas la porte. C'est le centre optique mutualiste des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Alors on pousse d'autres ONG à répliquer votre modèle pour le reste de la population. Alors. Oui, ce serait intéressant. Ce serait vraiment intéressant. Alors, dites-nous, monsieur le président du comité, si nous sommes en train allègrement d'aller à la chute de ce programme, un mot en direction des fonctionnaires. Vous avez parlé de votre challenge. Est-ce qu'il y a une sensibilisation à faire? Surtout le point de Daouda, les nouveaux qui arrivent et qui se plaignent. Il faut peut-être rappeler le délai de carence avant de pouvoir bénéficier des services. Votre dernier mot in fine. D'accord. Merci, Christelle. Je dirais à tous les nouveaux fonctionnaires d'abord de s'adresser au service de la MUSOFSI pour pouvoir avoir leur CAT, qui est un support qui leur permet d'accéder aux soins de santé. Nous, au niveau du centre optique mutualiste, nous savons que la vue est très importante. Nous savons qu'on ne doit pas confier ses yeux à n'importe qui et qu'on doit véritablement les confier à des professionnels. Chez nous, au centre optique mutualiste, tout le personnel est qualifié, c'est des professionnels reconnus. Et nous achetons nos équipements optiques, les verres optiques, avec des industriels reconnus de renom à l'étranger. Et tous nos verres peuvent être tracés. Vous achetez des verres chez nous, on peut savoir quand est-ce que le verre a été fabriqué, quand est-ce qu'il est sorti d'usine et quelles sont les composantes qui ont été utilisées pour pouvoir faire vos verres. Pour montrer le sérieux de votre opération. Le sérieux de notre maison. Alors, ils ont la chance d'avoir leur mutuelle qui pense à leurs yeux. Il ne faudrait pas qu'ils aillent ailleurs pour tous leurs besoins en matière d'équipement optique qui viennent chez eux. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, enfin au nord, à l'est, à l'ouest, vous avez des représentations. Comment ils font? Ils viennent sur Abidjan? Pour le moment, on a un seul magasin. Et nous avons des partenaires avec lesquels on a contracté, les partenaires privés. Mais pour ceux qui veulent venir à Abidjan, comme on ne se retrouve pas tout de suite face à l'irréversible en matière de soins optiques, vous avez des problèmes, vous avez votre ordonnance, vous pouvez vous déplacer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup à l'intérieur du pays qui préfèrent assurer la qualité tout en se déplaçant pour venir chez nous à Abidjan pour avoir les lunettes. Il est situé au siège de la MUSOFSI, à l'immeuble Adiko Nyamke, précédemment immeuble Les Arcades, à l'avenue Franchet d'Espéré. Voilà. Non loin, c'est très attenant au centre culturel français. Très bien. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes le président du comité de direction du Centre optique mutualiste de Côte d'Ivoire, comme si, M. Charlemagne Ondry, et votre passage a été très, très instructif. Merci. Merci d'être venu éclairer la lanterne des fonctionnaires sur comment conserver, surtout voilà, cet aspect-là, les yeux, et comment soigner leurs yeux. Mais attention, pour les nouveaux fonctionnaires, attendez 6 mois, n'est-ce pas, Daouda? 3 mois. Il a dit 6 mois. Et ceux qui Non, sont il n'y a pas de ceux. Il n'y a pas fonctionnaires. de ceux. Et ceux qui ne sont pas fonctionnaires, merci Arman. Notre émission est terminée. C'est à Ivoire Santé, mais pour ceux qui ont la complémentaire de base, Président. 3 mois. Oui. Merci, Président. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Élisée, Christelle. merci. Merci, Christelle. Daouda, merci. Merci et surtout à demain. Arman, merci. Merci. Sarah, Merci, Christelle. Merci à vous. Merci de nous suivre et à demain. Dieu nous garde.